très grave. C'est 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 très grave. Norbert Tricot, donc je suis avocat au barreau de Paris, et dans cette affaire, j'ai été requis avec mon confrère Olivier de Boissieu par l'association Convergence pour l'émergence du Congo, qui est une des associations de la diaspora congolaise de République démocratique du Congo en France. Et nous avons décidé de saisir la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris d'une requête, assignation en justice, à l'encontre de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, et de son secrétaire général, M. Abdou Diouf, ancien président de la République du Sénégal. Si nous avons pu présenter cette requête, c'est d'abord parce que le premier président du tribunal de grande instance de Paris nous y a autorisé en considérant que dans notre dossier d'assignation judiciaire, il y avait des éléments d'urgence et d'évidence qui justifiaient la compétence du tribunal des référés de Paris. Donc le 1er août, nous avons été autorisés par le président à assigner l'Organisation internationale de la francophonie et son secrétaire général, M. Abdou Diouf. Le 3 août, notre huissier s'est présenté, avenue Bosquet, au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. Et là, un représentant de la direction administrative et financière a refusé de recevoir l'assignation en estimant que l'OIF était au-dessus des lois de la République française et n'avait pas de compte à rendre à la justice française. Malheureusement, cette attitude de l'OIF de mépris vis-à-vis de la justice française ne nous a pas surpris. Parce que malheureusement, si nous assignons l'OIF et son secrétaire général, c'est bien parce que nous constatons depuis de nombreuses années et de nombreux mois que l'OIF et son secrétaire général ont une politique de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire qu'en application des textes de l'OIF, de sa charte de la francophonie, de sa déclaration de Bamako, adoptée le 3 novembre 2000, le secrétaire général de l'OIF a l'obligation de faire respecter les principes de la francophonie, c'est-à-dire les principes de bonne gouvernance, de préservation de l'état de droit et de dénonciation des violations massives des droits humains. Le secrétaire général de l'OIF a joué son rôle en dénonçant les coups d'État en Mauritanie, en dénonçant les coups d'État en Guinée-Bissau, en dénonçant la situation en Guinée-Conakry où les femmes étaient violées par quelques militaires, en dénonçant la situation au Mali. Il a pris des mesures de suspension de Madagascar, de la francophonie, en raison de quelques troubles. Il a dénoncé la situation en Côte d'Ivoire, mais jamais il s'est inquiété de la situation en République démocratique du Congo, contrairement au texte de l'OIF. Donc nous estimons qu'il y a deux poids, deux mesures, que le secrétaire de l'Organisation internationale de la francophonie, M. Abdou Diouf, se montre extrêmement partial, extrêmement complaisant face aux autorités de Kinshasa, qui n'adopte pas la même attitude qu'il avait eue il y a 2 ans. Les sommets internationaux de la francophonie, qui regroupent les pays ayant la langue française en partage, plus de 85 pays. Il y a 2 ans, le secrétaire général de l'OIF avait décidé de suspendre Madagascar de l'Organisation internationale de la francophonie. Il avait demandé la délocalisation du 13e sommet de la francophonie qui devait se tenir à Antananarivo, à Madagascar. Il avait demandé sa relocalisation en Suisse à Montreux. Et effectivement, en 2010, a eu lieu le 13e sommet de la francophonie à Montreux. À ce sommet, le représentant de la RDC, M. Joseph Kabila, a promis aux autres chefs d'État francophones présents qu'il organiserait des élections transparentes et démocratiques avant la fin de l'année 2011 et qu'il ferait respecter la bonne gouvernance et la démocratie et qu'il lutterait contre les violations des droits humains en République démocratique du Congo. Ces promesses n'ont pas été tenues, puisque le 28 novembre 2011, à l'occasion des élections présidentielles et législatives en République démocratique du Congo, toutes les organisations internationales ont constaté que des crimes étaient perpétrés même la veille des élections, des citoyens étaient assassinés, qu'il y avait une fraude massive, les élections étaient totalement truquées. L'Organisation des Nations Unies a dénoncé
La Fondation Carter des États-Unis a dénoncé la fraude électorale. L'Union européenne a dénoncé la fraude électorale. Le Parlement européen a fini par rendre un rapport dénonçant ces élections et les estimant totalement non crédibles. Mais l'Organisation internationale de la francophonie, qui a envoyé des observateurs, a refusé de publier sur son site internet le compte rendu du rapport des observateurs de la francophonie, pour ne pas avoir à dénoncer la fraude électorale. Donc il y a bien deux poids, deux mesures. Et M. Abdou Diouf continue de plaider pour que se tienne à Kinshasa, en octobre 2012, le 14e sommet de la francophonie. Alors qu'y compris au mois de juin dernier, le président du Parti démocratie chrétienne, M. Diony, a été enlevé. Et comme ça a été le cas de nombreux députés, comme ça a été le cas de journalistes et autres. Et ça, M. Abdou Diouf ne le dénonce pas. Encore récemment, au mois de juillet, le secrétaire général de l'ONU lui-même est intervenu pour dénoncer les violations massives des droits humains en République démocratique du Congo. M. Abdou Diouf se tait toujours. Au mois de juin dernier, les États-Unis d'Amérique ont décidé d'arrêter leur coopération militaire avec le Rwanda, compte tenu de l'ingérence du Rwanda en République démocratique du Congo, compte tenu du fait que des miliciens au Congo sont armés par le Rwanda et bénéficient d'armes rwandaises. Mais la francophonie ne dit toujours rien. C'est pour ça que le 6 septembre prochain, nous aurons une audience de plaidoirie, puisque nous avons été autorisés à signer en référé, l'OIF et son secrétaire général, et donc le jeudi 6 septembre à 9h, ici au Palais de Justice de Paris, nous plaiderons et nous irons jusqu'à demander la nomination d'un administrateur judiciaire provisoire ad hoc pour se substituer à M. Abdou Diouf, qui est défaillant, pour organiser la relocalisation du prochain sommet de la francophonie, pour convoquer la conférence ministérielle donc de la francophonie, pour convoquer le Conseil permanent de la francophonie, pour trouver un autre pays qui pourrait accueillir le sommet. L'idéal serait qu'effectivement, Madame la première vice-présidente du tribunal de grande instance de Paris, statuant en référé, fasse injonction à l'AIF de délocaliser le sommet. Et nous avons demandé qu'il y ait une peine d'astreinte de 15 € par jour de retard. La deuxième solution, c'est de nommer immédiatement un administrateur judiciaire provisoire qui remplace le secrétaire général Abdou Diouf et qui lui-même prend les mesures pour organiser la délocalisation. Car effectivement, il y a une situation d'urgence. Je crois qu'à juste titre, le 3 août dernier, l'UDPS à Kinshasa a publié un communiqué qui fort justement indique que la tenue à Kinshasa du 14e sommet de la francophonie serait perçue comme un acte d'hostilité et de mépris vis-à-vis des souffrances du peuple congolais. Effectivement, je partage cette analyse et notre objectif, c'est de faire comprendre à la justice française qu'il y a cette urgence, car c'est l'image de la francophonie, c'est l'image des valeurs démocratiques qui risque d'être entachée. Car là, il y a un silence complaisant du secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie vis-à-vis des sanglantes autorités actuellement au pouvoir à Kinshasa. Et cette situation ne peut pas perdurer, sinon ça ternira l'image de toute la francophonie, y compris de la République française. Car il convient de rappeler que la République française, qui est l'hôte de l'Organisation internationale de la francophonie, qui lui concède un siège à Paris, est aussi un des principaux financeurs de l'OIF. Et c'est avec les subventions du contribuable français, ainsi qu'avec les subventions du Qatar, que se prépare le prochain sommet à Kinshasa. Or déjà, on a de nombreuses entreprises chinoises à Kinshasa qui sont chargées de faire les travaux de préparation du sommet, qui se plaignent de ne pas être payées. Or, les fonds ont déjà été versés par la France, les fonds ont déjà été versés par le Qatar, ils ont été détournés. On est donc dans une situation où, en acceptant que le sommet se tienne à Kinshasa, on se rendrait complice des pratiques de corruption, de détournement de fonds, et surtout de violation des droits humains et de violation de la démocratie. Le peuple congolais a été privé de son droit à libre élection. Les élections ont été truquées, des fraudes massives. Le peuple congolais pleure ses voix électorales volées. Le peuple congolais pleure ses mères, ses sœurs violées, ses enfants massacrés, les enfants soldats qu'on recrute, et la communauté internationale ne peut pas rester indifférente. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des lobbying importants, et notamment des multinationales qui profitent de la prédation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, puisque de nombreux pays voisins du Congo, comme le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, et même la Tanzanie, qui est pourtant plus éloignée, exportent plus de minerais qui proviennent de la République démocratique du Congo qu'elles ne peuvent jamais en produire sur leur territoire.
Et là, il y a des multinationales qui acceptent de fermer les yeux sur les exportations illicites que font des mercenaires, des seigneurs de la guerre en République démocratique du Congo, notamment dans le nord-est et au Kivu. Et ça, c'est un scandale inadmissible. C'est pour ça que des avocats comme moi, dont le rôle est d'aider les plus faibles à faire entendre leur voix face aux puissants, et de solliciter la justice pour qu'elle prenne une décision. Et nous espérons qu'il y aura enfin une décision de la justice française qui sera une petite aide de compréhension au peuple congolais dans toutes les souffrances qu'il subit dans l'indifférence généralisée. C'est notre rôle, faire un peu entendre la voix du peuple congolais, et c'est l'objet de notre assignation judiciaire. Vous avez parfaitement raison. J'y faisais référence tout à l'heure. Il y a un lobbying important des multinationales et le président de la République rwandaise s'est appuyé sur ce lobbying de certaines multinationales pour pouvoir piller les richesses de la République démocratique du Congo en toute impunité, sans payer ne serait-ce que des droits de douane. Donc ça, c'est un état de fait malheureux, c'est parfaitement exact. Le seul élément positif qu'on ait eu récemment, comme je l'ai cité, c'est le fait qu'au mois de juin dernier, les États-Unis d'Amérique aient enfin décidé d'arrêter leurs subventions et leur coopération militaire avec le Rwanda, du fait du soutien militaire du Rwanda à des groupes de rébellion au sein de la République démocratique du Congo, comme le mouvement du 23 mars, le M23, qui n'arrête pas de commettre des violations des droits humains massives. Mais ce petit signal qu'ont donné les États-Unis d'Amérique est un tout petit signal, puisque le reste de la communauté internationale tarde à suivre. Il y a eu le Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et la Suède et la Belgique qui ont décidé de suspendre leurs subventions au Rwanda. Mais ça n'est pas suffisant. Donc on est dans une situation où il faut que la communauté internationale se saisisse de la situation dramatique en République démocratique du Congo. Et là, pour l'instant, il n'y a pas de mesures d'initiative internationale suffisante qui soient prises. C'est pour ça que notre initiative judiciaire n'est qu'une petite initiative. Il en faudra beaucoup d'autres. Alors, je vais dire un mot pour les représentants de la diaspora congolaise. Bon, ils ont le droit de prendre quelques vacances en cette semaine du 15 août. Mais par contre, notre prochaine audience où nous allons plaider, c'est le jeudi 6 septembre à 9h au Palais de Justice de Paris. Et là, il serait utile que tous les Congolais de la diaspora en France viennent se mobiliser et soient présents ici sur la place du Châtelet, à côté du Palais de Justice de Paris, le jeudi 6 septembre à 9h. Je les appelle à venir nombreux. C'est mon travail naturel. Et nous sommes de nombreux avocats à faire ce travail. Non, mais dans ce genre de manifestation, c'est la cause congolaise qui compte. Hein. Effectivement, je suis avec mon frère du RCK. Nous nous voyons, nous nous rencontrons souvent dans ce genre de manifestation. Donc, l'essentiel, c'est que nous soyons unis pour la cause congolaise. Le message que nous voulons tous faire passer, c'est celui-là. Le reste n'a pas d'importance. Mais vraiment, l'essentiel, c'est l'unité pour la cause congolaise. Le souverain primaire, le peuple congolais, doit voir que vraiment, il a des fils qui se battent vraiment pour lui. Je m'appelle Daniel Onematika. Je suis patriote et résistant. Nous sommes ici pour discuter des problèmes de la plainte que nous avons portée contre Abdou Diouf et l'organisation de la francophonie qui voudrait à tout prix tenir compte tenu de tous les événements qui se passent dans ce pays. On sait que celui qu'on appelle Kabila avait fraudé, voire même volé les élections présidentielles en 2011. On sait qu'on ne respecte pas les droits de l'homme. Les gens sont toujours massacrés, arrêtés arbitrairement. Les derniers en date, le président de la démocratie chrétienne, M. Ndonga Ladiomi, qui actuellement se trouve dans les geôles de l'Anière, et la guerre qui se passe à l'est du pays ne peut pas permettre justement à l'organisation comme la francophonie de tenir son sommet dans notre pays. Voilà pour la raison pour laquelle nous sommes là avec les policiers français, avec nos amis africains, avec tout le monde. Banamboka, Bobangate, Bobangate, biso moko toza ko libérer mboka na biso. Papa Etienne Tshisekedi azaliwana. namoni bavoka baiti koloba tosisi loloba nini compte rendu ya bavoka bapesi biso date moko eza important mpona biso nyonso bacongolais donc balobi na biso tokutana le 6
le 6 septembre na 9h ezali jeudi tomeka se mobiliser lelo tozalaki quelques congolais tozali awa mais cette fois-ci le 6 baza na mposa ya mobilisation ya peuple congolais nyonso tokutana na place du Châtelet oyo babitu misato ya bapharaon ezali donc soko bimi naloba ndeni omona palais de justice en face na yo place la fontaine pembeni ya scène donc tokutana le 6 septembre na 9h biso nyonso toya ebele mpo bavoka basengi biso toya ebele plus tokozala ebele plus message na biso mpe kolekana ndenge bien donc le 6 eza dernière date oyo ezali ke justice akopesa résultat na ye biso nyonso tokutana awa le 6 septembre na 9h que le pays vous appartient. Tout peuple, tout autochtone, tout fils du pays, natif d'un pays, doit se battre pour son pays. Donc n'hésitez pas à venir quand il y a des manifs, même s'il faut que vous preniez 1 heure dans vos préoccupations, venez, c'est là une cause juste, c'est pour le pays. Ingeta, 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 arrêtons de nous discuter, arrêtons de nous prendre la tête. Ouais, moi je fais partie de tel parti politique, tout ça. On est unis, on est tous Congolais. On préfère avoir un Congolais à la place de ces canachiens qui est au pouvoir, qui se moquent de nous. Hein? Ne parlez pas pour rien, faites des actions concrètes, des actions positives pour que les pays se libèrent. Ingeta, Ingeta, Ingeta. Je suis M. Alexandre Kiyé-Dingekam, président de la Fédération IDPS Ligue de France, en même temps président de la diaspora congolaise. Mwana likambo yo etali francophonie ezali likambo etali ngai etali bakongolais nyonso tu toboyi francophonie en tant qu'institution mais tolingi yango te aujourd'hui na Congo puisque biso na Congo toza na baproblème mingi. L'Organisation internationale de la francophonie concerne des États dont le nôtre. Et cette organisation n'est pas faite sur la fantaisie ou sur des espèces de principes d'amusement. C'est un cadre institutionnel fondé. Et donc cette organisation a le devoir de se respecter elle-même, c'est-à-dire de reconnaître ses principes et les valeurs qu'elle défend. Et nous sommes là, comme la société civile des États qui composent la francophonie, pour rappeler à la francophonie qu'elle doit se respecter elle-même. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose importante, dans la situation de notre pays, où il y a eu un véritable putsch électoral éhonté, décrié internationalement, nous avons besoin de la question de la légitimité et donc l'espoir de pouvoir juguler la violence politique soit soulevé et reconnu de manière très claire, non pas dans la confusion. Et pour cela, il appartient aux Congolais et aux Congolaises de se battre pour qu'il n'y ait pas de confusion. Il n'y a pas de sentimentalité autour de ça. Il n'y a pas à faire des espèces de considérations de 2 poids, 2 mesures, des espèces de discours traficotés du genre, après tout, si Hollande y va, il va dire quelque chose d'important sur la rupture de la France avec la France-Afrique. Monsieur Hollande peut trouver d'autres tribunes et d'autres représentants de la francophonie peuvent trouver d'autres tribunes pour dire que dans la crise où se trouve l'Afrique, il y a ça et ça qui sont intransigeants. Et nous voulons rappeler cela et nous voulons nous battre pour cela. C'est pour cela que derrière Tchimbalanga et tous ceux qui sont avec lui, nous sommes dans une forme de synergie. Et cette forme de synergie, j'en profite pour le dire ouvertement, n'est pas seulement une synergie poétique ou de la rhétorique, ce sont nos propres actions et c'est aussi ce que nous saurons sortir de nos poches pour que ça aboutisse. Ça signifie un combat juridique, un combat politique, un combat associatif. Et il faut qu'on arrive sur tous ces fronts, un combat intellectuel, il faut qu'on arrive sur tous ces fronts à montrer que les Congolais et les Congolaises ne sont pas couchés. Parce que si nous nous couchons, c'est aussi une manière de contribuer à notre asservissement.
Personnellement, je suis pasteur de l'Église réformée de France. Et je veux que les principes défendus dans le protestantisme, dans le christianisme, soient aussi des principes qui irriguent ce qui fait l'humanité des hommes. Je vais juste dire ça et je laisse la parole aux autres collègues pour poursuivre. Je suis foncièrement déçu de voir François Hollande vouloir aller au Congo pour célébrer une fête qui ne fait qu'affaiblir le Congolais. Il nous a largement dit qu'il était un président normal, qui respectait ne serait-ce que la petite notion de la démocratie, qu'il avait en lui la valeur du droit de l'homme. Or, lorsqu'on regarde la charte même de la francophonie dont il est porteur aujourd'hui comme chef d'État français, le 2 novembre 2002 à Bamako, il a été dit dans un pays où il y a rupture de la démocratie, dans un pays où il n'y a pas de respect du droit de l'homme, dans un pays où il y a vol, viol, où les gens meurent, les assassinats, la francophonie ne peut pas se tenir dans ce pays-là. Et que les organes de la francophonie devaient normalement travailler en connivence avec les autorités du pays pour asseoir la démocratie et la bonne marche, la bonne gouvernance. Mais nous voyons qu'aujourd'hui, le Congo est un pays sinistré. Le Congo est un pays malheureux. Les Congolais sont malheureux, sont pauvres, sont misérables. Je le dis hautement. Et nous voyons mal comment les 50 ou 60 présidents de la francophonie viendront faire leur fête dans un pays où les gens souffrent. Nous demandons à François Hollande de revoir un peu son calendrier, s'il vous plaît. Sinon, les Congolais seront obligés de saboter ou bien de décrier, carrément de manifester contre sa venue. Chose que nous ne voulons pas. Nous serons obligés de le faire puisque lui aussi tient à respecter son engagement. Merci beaucoup. Nous avons engagé un combat qui comporte plusieurs étapes. Il faut rappeler aux Congolais que nous sommes devenus indépendants en 1960, mais c'est en 1920 qu'un Congolais intellectuel, Paul Panda Farnana, en Belgique, pas au Congo mais en Belgique, revendiquait déjà l'élection au suffrage universel des Congolais qui devaient siéger dans un conseil général chargé de prendre des décisions sur les affaires du Congo, de gérer le Congo. Nous sommes en 1920. Il ne parle pas encore de la fin de la colonisation, il ne parle pas encore de la fin de l'indépendance. En fait, on se rend compte qu'il est contre la poursuite de la colonisation. Et puis Paul Panda Farnana était très lié avec les grands intellectuels afro-américains du mouvement de panafricanisme, les Webe du bois. Voilà, 1920, mais il a fallu attendre 1960 pour que nous devenions indépendants. Ce qui veut dire qu'effectivement, lorsqu'on s'engage dans un tel combat, c'est un combat, c'est un travail de longue haleine. Et le combat n'est pas seulement politique, mais le pasteur a dit est aussi intellectuel et donc médiatique. Il faut utiliser à bon escient l'outil médiatique pour faire entendre nos aspirations, nos exigences, nos droits, et défendre surtout nos droits. Mais le combat est aussi sur le plan diplomatique. Donc c'est tous ces réseaux, tous ces secteurs-là qu'il faut absolument investir. Ça c'est un premier point. Et puis deuxième point, lorsque Alexandre dit François Hollande doit faire attention, vous savez, si jamais la France et l'organisation de la francophonie prenaient des décisions hasardeuses, les grands perdants, ce ne sont pas les Congolais, mais c'est la France et la francophonie. Je rappelle tout de même que nous sommes un pays qui fait la jonction entre l'Afrique francophone et l'Afrique lusophone, l'Afrique anglophone. Nous sommes un pays au cœur de l'Afrique centrale, mais vous vous êtes rendu compte que depuis plusieurs années, on ne parle plus de l'Afrique centrale, et ce n'est pas un hasard. Il y a là les glissements sémantiques en réalité, c'est pour justifier le glissement géopolitique, les changements des équilibres géopolitiques. Parce que, en tant qu'Afrique centrale, nous sommes devenus, le Congo principalement, un objet de convoitise et de rivalité entre l'Afrique dite australe et l'Afrique dite des Grands Lacs. La meilleure de preuve de l'illustration presque absurde de ces rivalités, c'est lorsqu'en l'an 2000, l'armée rwandaise s'est affrontée avec l'armée ougandaise sur le territoire de notre pays,
sans qu'il y ait des protestations de nulle part. Ça c'est unique dans l'histoire des relations internationales de ces 50 dernières années, voir deux armées étrangères aller se battre sur le territoire d'un État tiers sans que cela soulève de protestations. Et voilà, donc il y avait là et le butin minéraire, mais surtout la lutte pour le leadership géopolitique de cette région. Ce qui veut dire donc que le combat que nous menons, c'est un combat légitime, parce qu'un grand pays comme le nôtre, qui dans les années 65 était quasiment le seul pays d'Afrique subsaharienne à organiser une élection législative, démocratique, pluraliste, sans avoir besoin de l'argent de qui que ce soit, eh bien, nous ne pouvons pas accepter que 30, 40 ans plus tard, qu'il y ait une crise de légitimité parce que les élections ont été truquées et les preuves de sabotage et de fraude sont tellement évidentes que l'ancien secrétaire général de l'ONU, M. Kofi Annan, a refusé de faire partie d'une quelconque commission qui devait aller charger d'aller enquêter, puisqu'il savait que c'était de la foutaise, tout était biaisé dès le départ. Je rappelle alors à ce moment-là, j'en termine par là, la responsabilité de ce qu'on peut qualifier des élites, notamment. Je ne veux pas que le Parti socialiste français, qui a été connu pour son engagement antiraciste, qui a été connu pour ses convictions sur la base d'humanisme qui date de la Révolution française. Je ne veux pas qu'on dise qu'il y a là, ce qui a été dit ce matin, deux poids, deux mesures. Parce que dernièrement, les autorités françaises ont refusé de représenter la France au jeu de l'euro en Ukraine. Pour une simple raison, il y a un opposant politique qui est embastillé là-bas, on n'ira pas. Il faut que ce soit clair. Il ne faut pas qu'on dise que le Parti socialiste est secrètement raciste. Il ne faut pas qu'on dise que le Parti socialiste fait dans l'humanisme d'une manière cosmétique. Nous avons à les défendre eux-mêmes de leurs propres principes qu'ils veulent bafouer. Il nous appartient à nous de dire voilà sur quoi vous êtes fondés. Vous n'avez pas le droit de tricher avec. C'est à nous de le faire. Nous refusons la francophonie, non pas puisque c'est une organisation, mais c'est puisque la francophonie est en train de mettre de côté lui-même ses propres règles. C'est pourquoi nous disons qu'ils vont l'éliminer. C'est les Rwandais qui vont éliminer Kabila. Nous savons comment ça va se passer. Les Rwandais vont éliminer Kabila parce que Kabila, comment c'est devenu gênant pour il est plus que gênant, il est encombrant. Donc la classe politique congolaise, s'il vous plaît, ceux qui sont au Parlement et ceux qui sont au Sénat, il y a des Congolais partout. Ceux qui font du commerce, ceux qui font partie de la classe moyenne congolaise, ceux qui sont dans l'armée, regardez où va le Congo. Venez ensemble défendre le Congo, s'il vous plaît, afin que nous ayons notre plus beau pays uni et vivons dans la démocratie et dans la paix. Merci.